Donc, c'est ça, je m'appelle Jonathan Saint-Onge. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon travail de maîtrise que j'ai fait à l'UQAM. Comme Daniel mentionné, je suis rendu en Allemagne. Je travaille au centre Marc Bloch à Berlin. Quand j'entreprends un doctorat en humanité numérique. Mon mémoire, je l'ai fait avec Christophe Malater, sur la direction de Christophe Malater, puis Pierre Poirier. Puis, ben c'est ça. Mon mémoire, dans le fond, c'est vraiment à l'intersection de la philosophie des sciences et des humanités numériques. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK. D'une part, dans le fond, le volet philosophie des sciences, c'est que je me suis intéressé à une récente synthèse sur les pratiques de modélisation par un auteur qui s'appelle Michael Weisberg, qui dit essentiellement que l'ensemble des modèles observés en sciences se résumerait à environ 3 types de modèles. Dans mon mémoire, dans le fond, je défends que ce n'est pas tout à fait exact, puis qu'il y a de la place pour au moins un autre type de modèle. Les modèles que j'appelle hybrides. Au-delà de la taxonomie, dans le fond, je m'intéresse à ce problème-là parce que cette pratique-là hybride, j'argumente, révèle une pratique, dans le fond, de modélisation qui transcende une dichotomie claire entre modélisation théorique et empirique. Donc, dans le fond, mon premier point, ça va être c'est quoi la modélisation, puis où se situe la modélisation hybride d'un point de vue philosophique. Le deuxième point que je veux vous parler, dans le fond, c'est que j'utilise les humanités numériques, qui est un domaine naissant, qui utilise des outils computationnels. Puis je vais faire l'argument que ça, ou du moins c'est exploratoire pour vous montrer comment on peut approfondir et valider la thèse de Michael Weisberg à l'aide justement d'un grand corpus en sciences, plus précisément en écologie. Je vais utiliser la technique qui est du word embedding, qui était dans le titre original, mais que la traduction française est le plongement sémantique. Essentiellement, je vais y revenir, mais essentiellement, c'est une façon de représenter le texte sous forme de vecteur, parce que le sens des mots, dans le fond, va être encodé en fonction du contexte des mots voisins ou aux différents mots d'intérêt. Je vais revenir, c'est normal, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, l'idée, dans le fond, c'est que la deuxième grande partie de mon mémoire, c'était de comprendre comment les humanités numériques sont utiles pour valider certaines propositions en philosophie des sciences. Ça va être le volet que je vais me concentrer plus particulièrement aujourd'hui, parce que c'est lui aussi qui m'intéresse. En tout cas, c'est avec lui que je vais me concentrer le plus aujourd'hui. Puis aussi, c'est bon de noter que dans le fond, je vais vous parler du plongement sémantique, mais c'est un des résultats. J'ai utilisé beaucoup aussi une analyse du topic modeling, analyse thématique pour faire mon argument, mais je vais moins en parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, c'est quoi les modèles? Une définition assez simple et générale, ce serait une représentation simplifiée, mais utile d'un phénomène latent dans le monde. On les retrouve aujourd'hui partout, puis ils veulent dire plein de choses, mais ça va être la définition que je vais utiliser. Suivant Weisberg, qui lui-même s'inspire de Levin, ce n'est pas exactement les modèles que je vais parler. Je vais parler des pratiques de modélisation, ou ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut penser comme la représentation indirecte dans le fond. On va s'intéresser pas directement au monde, mais à quelque chose, un intermédiaire, pour analyser un phénomène qui nous intéresse dans le monde, souvent trop complexe pour directement analyser. Je vais privilégier la posture de Weisberg, notamment parce que, comme j'ai dit, c'est une synthèse qui résume beaucoup de différents courants de pensée que je vais pas avoir le temps de parler. Puis aussi parce que c'est une théorie qui est basée sur comment que les scientifiques utilisent les modèles. Puis ça va être important pour plus tard. Donc, les pratiques de modélisation, essentiellement, Weisberg nous dit que c'est des structures, des interprétations. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Nos 3 types, dans le fond, proviennent essentiellement de la structure du modèle. On retrouve, dans le fond, la structure physique, mathématique, computationnelle. L'idée ici, c'est que la structure physique, dans le fond, va être un objet concret dont les propriétés représentent le phénomène dans le monde.
Ici, si vous voyez mon curseur, ben, vous pouvez voir un modèle réduit, par exemple, la baie de San Francisco. Les représentations mathématiques computationnelles sont plus abstraites, c'est des structures mathématiques. Dans le cas de mathématiques, c'est des structures dont les propriétés représentent une représentation mathématique du monde ou comme des états du monde. Alors que la modélisation computationnelle, on va dire que c'est des ensembles de procédures qui représentent le comportement d'un système. C'est à noter ici que Weisberg distingue ces trois types-là parce qu'il dit qu'il y a trois pouvoirs explicatifs distincts. Donc, bien qu'on pourrait croire que computationnel est un sous-ensemble des mathématiques, il suggère qu'on devrait les distinguer parce que le cœur de l'explication du modèle computationnel est la procédure et non l'état du système. Donc, c'est vraiment l'aspect algorithmique. Donc, c'est pour ça que c'est pas, il distingue les deux. Donc, pour donner un exemple plus précis, par exemple, de la structure et de l'interprétation, on va regarder l'exemple de Lotka-Volterra. Donc, comme je disais, on a la structure mathématique. Ici, c'est l'équation différentielle que habituellement le monde en écologie et biologie apprennent dès leur première année. Puis après ça, on a l'interprétation. Puis ici, ça va être représenté comme, dans le fond, une description du modèle. Donc, ça va être à peu près ce que les paramètres, notamment, correspondent au monde. Donc, on va dire que, par exemple, le V ici correspond à la densité de population. Puis ça va être aussi des choses comme les critères de fidélité, donc à quel point on s'attend à ce que notre modèle soit fidèle au phénomène. Puis ça va être aussi la portée attendue, jusque où, dans le fond, notre modèle est supposé englober les systèmes. Donc, essentiellement, c'est ce que Weisberg entend par modèle. Mais on peut quand même se poser, en tout cas, je me suis posé la question suivante, c'est OK, qu'est-ce qu'il y en a des modèles statistiques? Il me semble que c'est quelque chose qui manque. Est carrément absente de la taxonomie Weisberg. Puis Weisberg va nous expliquer que finalement, la modélisation statistique ou empirique appartient à la théorie de la confirmation et de l'expérimentation. Les types de modèles qu'on identifie ici sont de nature abstraite ou théorique. Donc, les modélisations statistiques ne devraient pas être incluses dans la théorisation des modèles théoriques. Ailleurs, on peut s'imaginer les raisons suivantes, puis je pense que c'est quand même assez juste pourquoi les modèles théoriques empiriques, que j'appelle aussi statistiques, sont pas perçus comme un modèle théorique scientifique. Donc, ici, j'ai identifié, par exemple, sont off-the-shelf. Vous savez, des modèles qui sont tellement généraux qui vont être applicables à plusieurs situations. C'est essentiellement des descriptions de patrons dans les données, ils sont compatibles avec plusieurs buts et causes. Souvent, on va les évaluer sur la performance moyenne de l'estimation. Puis, essentiellement, quand on prend un modèle, par exemple, linéaire, puis qu'on fait une approximation, les paramètres, même si on pense que c'est certaines variables, ne sont pas tant informés par la théorie. On va prendre un système, puis on va dire qu'on va faire une droite, puis on ne va pas avoir une explication mécanistique. Tout ça, c'est un peu à l'opposé des modèles mathématiques. Mais une autre question qu'on peut se poser, ouais, mais il n'y a pas une structure qui se trouve à la fois être empirique et théorique, mais il semble que ça fait du sens. Puis, un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Sean McElrath, lui, il suggère que oui, il nous montre que dans le fond, on peut avoir un modèle statistique avec un cœur mécanistique, avec un modèle causal à l'intérieur. Puis ces modèles hybrides-là, finalement, c'est ce qui m'intéresse ici, vont avoir les propriétés classiques qu'on trouve en mathématiques, mais ils ne se réduisent pas non plus au modèle mathématique. Donc, ils vont être construits à partir d'une expertise de domaine. C'est une description phénoménologique du monde. Il y a des hypothèses sur les causes. On va se mouiller, on va dire que certaines variables sont reliées d'une certaine manière, un peu comme le modèle Lotka-Volterra. Ben, on dit que ces deux variables-là sont couplées avec certains paramètres. Puis on va quand même garder certains éléments statistiques, comme quoi on veut des prédictions précises. Ça va continuer à nous intéresser, même si on a un modèle mécanistique. Puis enfin, les paramètres vont avoir un sens. Ce qui est important, parce que quand un modèle se trompe, quand les paramètres ont un sens, c'est utile après ça, comprendre c'est où est-ce qu'il s'est planté. Donc, essentiellement, ça va être la fin de ma partie
volet philosophique, puis après ça, on va passer au volet humanité numérique. On peut se représenter ici le cube de Necker, qui est un cube, dans le fond, qu'on utilise avec différents axes pour chacune des dimensions. Puis une de ces faces-là, on peut se l'imaginer comme ça. Donc, on a ici un axe statistique mathématique, simplicité complexe. Les modèles mathématiques, souvent, ne sont pas si complexes que ça parce qu'on est limité par la tractabilité du modèle. Les modèles statistiques, par exemple, modèles linéaires simples, sont souvent dans ce coin-ci. Puis là, dans le fond, ce type de modèle-là que je veux prouver l'existence finalement, que j'ai argumenté dans mon mémoire, je propose qu'il existe, puis que cet espace-là est occupé par ce que j'appelle le modèle hybride ou probabilité à base de principe. Donc, ça, c'est l'idée en général. Maintenant, je vais vous parler de comment on passe, dans le fond, comment on peut utiliser les humanités numériques pour infirmer ou confirmer certaines propositions en philosophie. Ce qui a été un gros défi, au final, plus gros défi que je pensais. Donc, en philosophie, on en vient à certaines théories, que ce soit en philosophie de la psychiatrie ou la philosophie des sciences ou la philosophie de la biologie. On fait souvent une lecture rapprochée des textes. Donc, on va prendre certains textes, on va les lire, on va les interpréter, on va lire les commentateurs. Il y a un certain nombre de textes qui sont souvent prédéterminés par la formation qu'on a eue. Puis, après ça, nous, on va élaborer certaines propositions sur cette base-là. À l'opposé, aujourd'hui, on a ce domaine-là des humanités numériques où est-ce qu'on peut penser que c'est une lecture plus distante. C'est une lecture qui est faite à l'aide d'algorithmes qui contiennent certaines suppositions sur comment que le texte est articulé. Puis on pourrait s'imaginer, on pourrait le comprendre comme une méthode de survol, de découverte, pour essayer d'aller chercher les angles morts ou les tâches aveugles que nous, on pourrait avoir finalement. Ça nous permet d'avoir un grand nombre de textes, d'avoir une perspective bottom-up, dans le fond, sur l'ensemble d'un domaine complet, au lieu d'avoir quelques articles plus précis. Ça m'amène, dans le fond, une question assez que j'argumente, qui est assez fondamentale dans mon mémoire. OK, est-ce que, dans quelle mesure, dans le fond, nos propositions en philosophie des sciences se généralisent-elles sur un ensemble de données non observées? C'est la manière que j'ai vue pour faire la connexion entre la philosophie des sciences plus traditionnelle puis l'approche bottom-up, humanité numérique. Donc, dans le fond, on fait certaines propositions, par exemple, Weisberg, je vais vous donner un exemple. En mettant Weisberg, lui, il fait cette hypothèse-là. Il veut que sa taxonomie soit une théorie de la modélisation, puis il suggère que les trois catégories, les trois types de modèles sont suffisants pour expliquer comment que les modèles sont pratiqués en philosophie des sciences. Donc, dans le fond, la question qui se retrouve, c'est les pratiques de modélisation contemporaines, finalement, correspondent-elles à la vision de Weisberg à large échelle? Donc, moi, je me suis donné comme objectif, après avoir argumenté philosophiquement, de cartographier cet espace-là des pratiques de modélisation à l'aide des techniques computationnelles pour valider ou approfondir la taxonomie de Weisberg. Pour ça, j'ai fait essentiellement un gros postulat. Donc, j'assume que les différentes pratiques de modélisation et l'évolution de celles-ci vont passer par l'analyse des contextes dans lesquels le discours sur les modèles prenne place. Donc, essentiellement, ce que je dis ici, c'est que les scientifiques, comment ils parlent de leurs modèles, reflètent comment ils pratiquent la modélisation. C'est ça, c'est un postulat. OK. Maintenant, c'est quoi mon grand corpus sur lequel que je vais chercher à valider les propositions de Weisberg? J'ai pris 4 revues phares en écologie, qui est environ 60 ans de ces revues-là, avec le texte complet. Je n'ai pas juste les abstracts, ce qui fait un total de 22 000 articles, ce qui est trop d'articles pour lire manuellement, définitivement. J'ai enlevé, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai enlevé les entêtes, les remerciements, ainsi de suite, pour vraiment garder le corps du texte. J'ai fait aussi un choix d'aller chercher les sections dans lesquelles que le mot modèle apparaît pour augmenter, dans le fond, le ratio où est-ce qu'on va vraiment avoir du texte qui parle de modélisation. Puis, j'ai lématisé, dans le fond. J'ai emmené les mots à leur ratio. Ça me fait un total de... Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est ça. J'ai un deuxième petit corpus de validation qui se révèle aussi être totalement
fondamental parce que finalement, ce corpus de validation-là, étant donné que j'utilise des techniques non supervisées, je ne sais pas exactement ce que mon algorithme va me donner. Donc, ce corpus de validation-là, c'est à quelque part ma vérité de base. Donc, c'est des textes prototypiques qui proviennent de certains domaines. Puis, ça va être à l'aide de ce corpus-là que je vais dire oui, ce champ sémantique-là est plus statistique, oui, ce champ sémantique-là est plus mathématique. Puis, ma modélisation hybride ici, ça va être à quelque part quand j'ai un mix des deux, finalement. Une autre façon de le voir, si vous le voyez, dans le fond, c'est un graphe où est-ce que chaque nœud correspond à des chapitres de livres que je vous ai montrés. Puis, la similarité, dans le fond, cosine, qui est la similarité textuelle entre les différents chapitres, représente les liens. Puis là, on peut voir, par exemple, que le modèle, le livre statistique, les chapitres se ressemblent beaucoup. Le livre mathématique, ça se ressemble aussi beaucoup. Puis les livres que moi, j'ai identifiés comme modélisation hybride, ça me rassure, puis je vois que finalement, ils sont entre les deux. Donc, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. 5 minutes, disons. OK, ben ça va être bon. Donc, c'est ça. Comme j'ai mentionné, il y a l'analyse thématique que je ne vais pas vous parler, mais c'est une classe de modèle probabiliste. Moi, je vais vous parler des promesses du plongement sémantique, dans le fond, pour faire ce genre de tâches-là, de modéliser l'évolution des pratiques des sciences. C'est quoi le plongement sémantique? Une définition assez formelle, ça va être un type de représentation textuelle qui est distribuée, dans laquelle les mots sont enchâssés dans un espace vectoriel en fonction de leur relation de co-occurrence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essentiellement, ce type de représentation-là est une solution à comment on dit aux ordinateurs de se représenter le texte. Au lieu de regarder les mots comme des entités discrètes, où est-ce qu'on va leur assigner, dans le fond, un index, puis on va compter le nombre de fois le mot est arrivé dans un document. Puis on va créer une énorme matrice, par exemple, où est-ce que chaque colonne est un mot. Donc, admettons que j'ai un vocabulaire de 25 000 mots, je vais avoir 25 000 colonnes. Puis je vais avoir, admettons que j'ai 20 000 documents, mais ça va être 20 000 rangées. Le word embedding, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque mot puis le contexte. Donc, on va regarder une fenêtre autour de ce mot-là. Puis ici, si j'attire votre attention, c'est ce que vous voyez ici. Donc, dans le fond, vous pouvez le voir, le mot eigenvector ici va être arrivé 35 fois avec le mot number, 20 fois avec le négatif et tout. Puis ce vecteur-là, dans le fond, va encoder le contexte dans lequel on se trouve. Puis c'est important parce que le contexte, selon les suppositions de ce domaine-là, c'est qu'est-ce qui donne le sens à ton mot. Une fois qu'on a ces différents vecteurs-là qui sont construits, dans le fond, à l'aide du contexte, on va pouvoir avoir des vecteurs. Ces vecteurs-là, par exemple, si je prends juste 3 exemples, eigenvector, population, genetics, on va être capable de les positionner dans un espace vectoriel, comme en bas. Dans le fond, on va regarder ici. En bas, dans le fond, ça va être la signification du mot est encodée dans ce vecteur-là. Puis la proximité entre ces différents vecteurs-là, on peut les calculer. Puis cette représentation-là, ça veut dire que ça permet d'encoder la signification de chaque mot. Donc, population puis génétique, dans ce cas-ci, sont proches, donc ont une relation sémantique plus proximale que population puis eigenvector. Au final, ça va me permettre d'avoir cette représentation-là, d'encoder un graphe, où est-ce que chaque mot, dans le fond, est un mot, puis chaque relation va être la proximité sémantique. Puis ça, un peu comme en anthropologie, on va regarder les relations de premier ordre et de deuxième ordre. Donc, quels termes sont les plus similaires, quels termes à ces termes-là sont les plus similaires aux uns aux autres. C'est comme ça que je vais, puis si vous regardez ici, c'est comme ça qu'on va être capable de dire, OK, certains mots en lien avec la modélisation sont plus proches, sont dans le même cluster, puis d'autres mots sont plus éloignés. L'hypothèse étant que la pratique hybride, dans le fond, devrait mélanger les deux. C'est 1 minute 30. OK, fait que j'ai quasiment fini. Essentiellement, je vais sauter aux résultats. Puis les résultats, c'est dans l'évolution, on peut voir que les statistiques étaient effectivement éloignées. Ça, c'est un graphe comme je viens de vous présenter en 85. Il y avait des clusters de, par exemple, en philosophie des sciences,
les mathématiques et les statistiques étaient bien éloignés. Puis éventuellement, ils vont se rapprocher. J'ai sauté des détails, mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs termes, notamment dans mon corpus de validation, comme bayésien, équation, eigenvector, qui vont éventuellement se mélanger. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, malheureusement. Je me disais, j'avais trop de slides. Mais bref, ici, encore une fois, vous pouvez voir, par exemple, Jolly Unconditional, il se rapproche. Mais dans les faits, le point était surtout le chemin plus que la fin du voyage. Je vais arrêter là. Puis merci beaucoup pour votre écoute.